Bonjour et bienvenue. On connaît tous ce sentiment, hein, à la fin du mois, on regarde son compte en banque et on se demande mais où est passé tout cet argent? Aujourd'hui, on va justement décortiquer le budget des ménages. On va essayer de comprendre ensemble non seulement comment il est structuré, mais aussi comment il a radicalement changé ces dernières années. C'est parti. Oui, c'est la grande question, n'est-ce pas? Entre les factures qui s'accumulent, les courses, les petits imprévus, on a vite l'impression que l'argent nous file entre les doigts, en perle-fil. Eh bien, c'est ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors pour que tout ça ne soit pas qu'une avalage de chiffres et de pourcentages, on va prendre un exemple bien concret. On va suivre l'histoire de la famille Kaplan. Leur projet, c'est simple, ils ont besoin d'une nouvelle voiture. À travers leur histoire, on va voir comment toute la théorie s'applique dans la vraie vie. On commence donc par leur objectif financier. Et maintenant, la partie cruciale. On va décortiquer leur budget. La vraie question, c'est est-ce que ce rêve de voiture, il est réaliste? Pour le savoir, pas de secret, il faut mettre le nez dans les comptes. D'où vient l'argent? Et surtout, où est-ce qu'il part chaque mois? Alors, regardons les chiffres d'un peu plus près. Avec leurs 2 salaires, les Kaplan font rentrer 3 000 € par mois. Une fois qu'ils ont tout payé, le loyer, les assurances, les courses, il leur reste un peu plus de 1 000 €. C'est ça leur capacité d'épargne, du moins en théorie. Et là, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est le logement. Ça absorbe plus de la moitié de leurs dépenses fixes. C'est juste énorme. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est la réalité pour beaucoup de familles aujourd'hui. Forcément, ça pèse très lourd sur tout le reste. D'ailleurs, il faut savoir qu'une grosse partie de ces frais, ce sont ce qu'on appelle des dépenses préengagées. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ce sont toutes les charges fixes liées à un contrat sur lesquelles on n'a presque aucune marge de manœuvre à court terme. Pensez au loyer, à l'assurance auto, à l'abonnement Internet, que ça nous plaise ou non, tous les mois, ça tombe. Et le chiffre à retenir, le voici. Pour les Kaplan, 42% de leur revenu total est déjà bloqué, avant même que le mois ne commence. Imaginez un peu. Presque la moitié de leur argent est déjà parti, en quelque sorte. Ça laisse une marge de manœuvre vraiment faible, pour les imprévus ou pour des projets. Ok, maintenant, on va dézoomer un peu. Parce que, bien sûr, la situation des Kaplan n'est pas unique. Pour bien comprendre leurs défis, il faut élargir le cadre et parler de ce fameux pouvoir d'achat. Un sujet qui, on le sait, est sous pression pour tout le monde en ce moment. Alors, le pouvoir d'achat, c'est quoi au juste? C'est très simple, c'est la quantité de choses qu'on peut s'acheter avec son revenu. Il y a toujours 2 côtés à la médaille, ce qu'on gagne et le prix des choses. Si les prix grimpent plus vite que les salaires, eh bien, le pouvoir d'achat diminue. C'est purement mathématique. Et quand on regarde son histoire en France, ça ressemble plus à des montagnes russes qu'à une belle ligne droite. On le voit bien ici. Après des décennies de hauts et de bas, les dernières années ont été particulièrement agitées, avec une chute vraiment brutale en 2022 à cause de l'inflation qu'on a tous connue. Cette citation résume parfaitement le paradoxe qu'on vit. On entend que l'économie repart, que le chômage baisse, mais dans le quotidien, ce qu'on ressent, c'est l'inquiétude. L'inquiétude en faisant le plein ou les courses. Et cette peur de l'avenir, elle influence toutes nos décisions financières. Et ça explique en grande partie pourquoi les gens épargnent. Bien sûr, il y a l'épargne projet, comme pour la voiture des Kaplan, mais de plus en plus, on voit se développer une épargne de précaution. Une sorte de matelas de sécurité, un bouclier qu'on se constitue face à un avenir qui semble incertain. Maintenant, faisons un petit saut dans le temps. C'est fascinant de voir à quel point la structure de nos dépenses a complètement changé. Ce qui était une priorité absolue pour nos grands-parents est presque devenu secondaire pour nous. La comparaison est assez saisissante. Alors, retour en 1960. À cette époque, un budget familial type était dominé par les besoins primaires. Regardez, l'alimentation et les vêtements, c'étaient les 2 plus gros postes de dépenses, de loin. Le logement, lui, représentait une part bien plus faible du gâteau. Et maintenant, quel changement radical! Aujourd'hui, les 2 géants qui écrasent le budget, ce sont le logement et le transport. Et on voit apparaître un tout nouveau poste qui n'existait quasiment pas, la communication. Pendant ce temps-là, la part de l'alimentation a été divisée par plus de 2. C'est une véritable révolution. Mais alors, comment on explique un tel bouleversement? En fait, c'est le résultat de plusieurs grandes tendances. D'un côté, l'arrivée de la grande distribution a fait chuter le coût de la nourriture. De l'autre, la révolution numérique, Internet, les smartphones, a créé des dépenses complètement nouvelles, qui sont devenues quasi obligatoires. Allez, dernière étape. On revient à notre famille Kaplan et à leur voiture. Maintenant qu'on a tout ce contexte en tête, la question est comment peuvent-ils passer du rêve à la réalité? Faisons le point. La voiture qu'ils visent coûte 20 000 €. Ils ont déjà mis 7 000 € de côté si on compte ce qu'ils récupéreront de leur ancien véhicule. Le calcul est vite fait, il leur manque 13 000 €. Pour trouver cette somme, ils ont, Andrew, 2 grandes options sur la table. D'un côté, le crédit classique, ils empruntent, la voiture est à eux, mais attention, l'entretien et les réparations, c'est pour leurs pommes. De l'autre, la fameuse LOA,
la location avec option d'achat. Là, l'entretien est souvent inclus, c'est plus confortable, mais ça coûte plus cher au total, et à la fin, la voiture ne leur appartient pas forcément. Et donc, on en arrive à la question finale, que choisir? La sécurité de la propriété ou le confort du service? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr, ça dépend vraiment des priorités de chacun. Mais au fond, dans un monde où tout devient un service, un abonnement, est-ce qu'on préfère posséder ou simplement utiliser? C'est peut-être ça la grande question économique de notre époque.